OK. Vous êtes déjà 22, donc on va commencer. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le chapitre 3. On va voir la théorie du chapitre 3. Et le chapitre 3 parle de la performance financière de l'entreprise. Et lorsqu'on parle de la performance financière, on voit déjà rentabilité, rendement. Est-ce que on voit la bonne gestion de l'entreprise? Donc, est-ce que l'entreprise travaille bien? Est-ce que les objectifs de performance de l'entreprise ont été atteints? Donc, on va analyser la performance financière. Donc, l'état financier qui nous intéresse le plus au niveau de la performance financière, c'est l'état des résultats. Donc, on va aujourd'hui analyser l'état des résultats. La semaine dernière, nous avions analysé l'état des flux et aujourd'hui, nous allons travailler sur l'état des résultats. Donc, à travers la performance de l'entreprise, pour analyser la performance de l'entreprise, nous allons commencer par étudier, par analyser le chiffre d'affaires. C'est le premier élément de l'état des résultats. Donc, on va analyser le chiffre d'affaires et on va voir l'évolution du chiffre d'affaires. Et vous savez que c'est toujours la comparaison. Comparaison de l'entreprise avec elle-même, comparaison de l'entreprise avec les autres du secteur d'activité. Donc, on va regarder le chiffre d'affaires et on va analyser son évolution. Son évolution, c'est visible parce que lorsqu'on va comparer les chiffres, si le chiffre a augmenté, donc on va dire c'est une évolution en positive, une augmentation. Et si le chiffre est inférieur à ce qu'on avait avant, donc on va dire que ça a diminué. Et c'est ce qui va nous permettre de nous prononcer sur la croissance de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise en croissance? Donc, on va analyser après le chiffre d'affaires. Vous savez, si vous regardez la structure de l'état des résultats, vous verrez que le premier élément, c'est le chiffre d'affaires. On va dire moins ce que des marchandises vendues et ça vous donne la marge brute. La marge brute moins les charges d'exploitation, vous aurez la marge d'exploitation. Et lorsqu'on va enlever les intérêts, on aura la marge avant, on aura la marge avant impôt. Et finalement, moins impôt, on aura la marge nette. Donc, vous allez analyser ces différents éléments pour pouvoir vous prononcer sur l'élément qui a causé la non-performance de l'entreprise, si c'est le cas. OK? Après, on va évaluer la rentabilité parce que dès qu'on parle de la rentabilité, on va voir le rapprochement du bénéfice par rapport à un élément du bilan. Donc, et là, on va évaluer la rentabilité en termes de rentabilité des fonds propres. Rentabilité des fonds propres, vous savez, c'est le bénéfice net divisé par les fonds propres. Rentabilité, le ROI, qui est la rentabilité de l'actif total. Donc, on aura rentabilité, à ce moment-là, on va prendre la rentabilité d'exploitation, la marge d'exploitation, qu'on va diviser par l'actif total. Finalement, on va évaluer le bénéfice par action pour voir est-ce que, est-ce que les actions sont rentables. Donc, on a investi et le capital action dans l'entreprise, est-ce que ça va rapporter quelque chose aux actionnaires? Et on aura à voir aussi et à analyser la performance à travers coût-bénéfice. Donc, le coût de l'action, c'est le prix de l'action sur le marché divisé par le bénéfice. On va compléter ces différentes analyses avec d'autres ratios, donc peut-être des ratios de trésorerie.
Finalement, on va analyser les différentes caractéristiques liées à l'activité. Donc là, ce sont les ratios de gestion, c'est le côté gestion de l'entreprise qu'on va analyser pour dire que est-ce que l'entreprise est bien gérée. Donc pour cela, on va voir le fonds de roulement, la rotation de l'actif, les délais de rotation, délais de rotation des stocks. On va voir aussi le délai de recouvrement des comptes clients. On va voir le délai de paiement des fournisseurs. Donc, on va voir aussi les ratios de gestion. OK. Donc, l'analyse de la performance de l'entreprise permettra d'émettre une opinion sur la capacité bénéficiaire de l'entreprise et son efficacité parce que dès qu'on parle d'efficacité, on voit la gestion. Donc, est-ce que l'entreprise est capable de générer de la rentabilité, de générer un bénéfice? Est-ce que l'entreprise est bien gérée? Est-ce que l'entreprise a la capacité de transformer le chiffre d'affaires en trésorerie à travers une bonne politique de recouvrement des comptes clients? Le principe général de cette analyse réside dans la comparaison entre un indicateur comptable, les marges, et un autre indicateur, les investissements. Donc, est-ce que les investissements sont rentables? Donc, ce qu'on a investi dans l'entreprise, est-ce que ça permet à l'entreprise de réaliser un bénéfice? Donc, l'analyse de la performance de l'entreprise va débuter avec l'analyse du chiffre d'affaires à travers son évolution dans le temps, OK? Et le volume d'activité. Est-ce que, parce que pour que le chiffre d'affaires augmente, il faut voir deux éléments. Est-ce que c'est la combinaison de ces deux éléments-là qui donne l'augmentation du chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires peut augmenter parce que l'entreprise a vendu un plus grand nombre d'unités. Est-ce que le nombre d'unités a augmenté dans l'entreprise? Le chiffre d'affaires peut augmenter à travers un autre paramètre qui est le prix de vente. Est-ce que c'est le prix de vente qui a augmenté, qui a permis à l'entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires? Donc, ce sont ces deux éléments qui peuvent jouer sur l'augmentation, sur l'évolution ou bien la baisse du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires n'a pas pour vocation d'augmenter tous les ans. Donc, une entreprise qui a déjà atteint sa pleine maturité, peut-être ne va pas pouvoir augmenter son chiffre d'affaires parce que et sa part de marché, elle a déjà atteint sa part de marché, donc il y a d'autres entreprises concurrentes sur le marché, donc c'est pas facile d'augmenter le chiffre d'affaires parce que l'entreprise a atteint son plus haut niveau. Mais c'est vrai que le chiffre d'affaires n'a pas pour vocation d'augmenter tous les ans, mais la stabilité du chiffre d'affaires est le signe que la société réussit à conserver la même clientèle ou qu'elle a réussi à remplacer la clientèle perdue. Donc, lorsque le chiffre d'affaires est stable, maintenant, il faut voir que c'est un signe, c'est quelque chose de positif parce que l'entreprise arrive à maturité et l'entreprise arrive à garder sa clientèle. OK? Parce que on peut, et on peut assister à une augmentation du chiffre d'affaires pendant que l'entreprise perd de la clientèle parce que l'entreprise a choisi d'augmenter le prix de vente. Donc, le chiffre d'affaires a varié, mais l'entreprise n'a pas cette capacité-là de garder
de garder sa clientèle. Donc, l'analyse du chiffre d'affaires, lorsque vous analysez le chiffre d'affaires, si vous avez des informations sur le nombre d'unités vendues, donc ce serait une bonne chose pour vous parce que là, vous allez pouvoir analyser en profondeur. Vous allez dire que le chiffre d'affaires a augmenté parce que le nombre d'unités a augmenté aussi. Donc, une comparaison du chiffre d'affaires de l'entreprise avec celui du secteur d'activité est nécessaire. Donc, vous allez comparer le chiffre d'affaires de l'entreprise, le chiffre d'affaires de cette année par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. C'est la comparaison, ça c'est la comparaison à l'horizontale. Maintenant, on va comparer le chiffre d'affaires de l'entreprise avec celui du secteur d'activité pour chercher la position de l'entreprise par rapport à la concurrence. Une entreprise dont le chiffre d'affaires croît plus vite que son secteur d'activité traduit une bonne performance. Donc, si l'entreprise arrive à, à, à un taux d'augmentation du chiffre d'affaires plus élevé que celui du secteur, c'est que l'entreprise a une bonne performance. Donc, l'entreprise est plus performante que le secteur d'activité. De même, un chiffre d'affaires stable, lorsque le secteur ne croît pas, est normal. Donc, la stabilité du chiffre d'affaires peut interpeller les analystes, mais si on voit que c'est la même chose qui se passe au niveau du secteur, donc là, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que l'entreprise et pendant le secteur ne croît pas, il n'y a pas d'évolution positive au niveau du secteur. Cependant, l'entreprise n'a pas régressé, l'entreprise est stable. Donc là, ça va être considéré comme normal. Un chiffre d'affaires stable dans un secteur en croissance maintenant est le signe de l'arrivée des concurrents ou de retard commercial de l'entreprise. Là, on peut prendre ça comme quelque chose de négatif. Parce que le secteur avance, le secteur est en croissance, et pourtant, il y a une certaine stabilité au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, l'entreprise n'a pas su profiter de la croissance de la croissance du marché. OK? Dans ce cas, l'analyse doit émettre une réserve. Cependant, quel que soit le résultat, il faut déterminer la source. Parce que lorsque le chiffre d'affaires augmente ou bien le chiffre d'affaires diminue ou bien le chiffre d'affaires est stable, il faut chercher la raison. Est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté parce qu'on a augmenté de volume? Donc, on a vendu beaucoup plus d'unités. Donc, la clientèle est satisfaite. Donc, la clientèle emmène d'autres clients à venir acheter. Ou bien, est-ce que c'est parce que l'entreprise a augmenté le prix de vente à l'unité? Est-ce que c'est ce qui a permis au chiffre d'affaires d'augmenter aussi? OK? Donc, quel que soit ce qui arrive, il faut déterminer. Parce que la croissance peut venir de l'externe aussi. Lorsque c'est le chiffre d'affaires qu'on a augmenté parce qu'on a vendu beaucoup plus d'unités, ça c'est une croissance à l'interne. Lorsqu'on a augmenté le prix de vente, ça a fait augmenter le chiffre d'affaires aussi. C'est encore à l'interne parce que ce sont des décisions à l'interne. Maintenant, lorsque le chiffre d'affaires augmente parce que l'entreprise vient d'acheter une autre entreprise, donc là, ça c'est une croissance externe. Parce que c'est pas l'activité de l'entreprise qui a conduit à cette évolution. OK? Donc là, souvenez-vous de l'entreprise Quinoas, où Quinoas avait acheté Tassia et Chirano.
Donc maintenant, lorsqu'on va analyser le chiffre d'affaires de Kinos, on doit voir est-ce que quel était le chiffre d'affaires de Tassias et Chirano pour voir que est-ce que c'est une croissance, est-ce que l'augmentation qu'il y a eu au niveau du chiffre d'affaires, est-ce que ça vient de l'exploitation des mines que fait Equinox, ou bien c'est parce que Equinox a acheté des entreprises et cette année, et ces entreprises-là avaient eu un chiffre d'affaires, donc c'est ce chiffre d'affaires qu'on a augmenté à celui de Quinoas qui a permis d'avoir et qui a permis d'avoir cette évolution. Donc là, on va dire qu'il s'agit d'une croissance à l'externe. OK? Donc, il y a deux types de croissance. Il y a la croissance externe, augmenter le chiffre d'affaires par l'acquisition d'autres entreprises, ou bien la croissance interne, où on augmente le chiffre d'affaires à travers des ressources disponibles. Donc, à travers de la vente de plus grand nombre d'unités. OK? Donc, la croissance peut être à l'interne ou bien la croissance peut être à l'externe. Comment va-t-on par quelle formule on va passer pour déterminer si la croissance est interne ou externe? L'analyse du chiffre d'affaires par la croissance externe. Croissance externe, c'est lorsque l'entreprise a acheté une autre entreprise, il y a une fusion ou bien une acquisition. Dans le cas d'une fusion ou acquisition, il est logique que le chiffre d'affaires augmente. Pourquoi? Parce que on va ajouter au chiffre d'affaires de l'entreprise acheteuse l'entreprise vendeuse. OK? Donc, l'entreprise qu'on a achetée, on va ajouter son chiffre d'affaires au chiffre d'affaires de notre entreprise et ça va augmenter le chiffre d'affaires. Ça va faire augmenter le chiffre d'affaires. Le nouveau chiffre d'affaires est égal à la somme des chiffres d'affaires de l'entreprise et celui des entreprises acquises. Lorsque l'analyste compare les résultats d'une année à l'autre, il doit estimer l'impact sur le revenu des acquisitions et des cessions ainsi que celui de la croissance organique. Donc, il faut isoler le chiffre d'affaires des entreprises acquises afin de voir sans les entreprises acquises et combien à combien et ce serait élevé le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on allait avoir une augmentation ou bien une diminution? Et c'est pourquoi, et cette croissance-là, on appelle la croissance organique, la croissance où on isole les fusions et les acquisitions pour voir est-ce que l'entreprise en elle-même, sans fusion ou acquisition, est-ce qu'on aurait eu le même résultat? Donc, chiffre d'affaires, comment trouver? En général, qu'est-ce qu'on fait pour analyser le chiffre d'affaires? On dit chiffre d'affaires de l'année N moins chiffre d'affaires de l'année N-1 divisé par le chiffre d'affaires de l'année N-1. Donc là, puisqu'on va, on va enlever le chiffre d'affaires des entreprises acquises, donc là, on va dire chiffre d'affaires de l'année N, on enlève le chiffre d'affaires des entreprises acquises et on soustrait le chiffre d'affaires de l'année N-1 divisé par le chiffre d'affaires de l'année N-1. Cela va vous permettre d'apprécier les efforts fournis, les efforts déployés par l'entreprise sans fusion ni acquisition. L'analyse de la croissance organique fournit une information précise sur l'évolution de l'activité de l'entreprise.
Elle permet des comparaisons plus pertinentes entre les chiffres d'affaires des deux exercices. Donc, pour faire la comparaison, il faut isoler le chiffre d'affaires des entreprises acquises. Maintenant, il y a le phénomène qu'on appelle l'effet ciseau. C'est quoi l'effet ciseau? Vous connaissez une paire de ciseaux. Donc, quand on ouvre quand on ouvre la paire de ciseaux, vous allez voir que il y a une évolution graduelle. Autant que l'extrémité s'élargit, autant que l'autre va s'élargir aussi, l'autre extrémité. Donc, l'effet ciseau, c'est lorsque le chiffre d'affaires augmente, les charges augmentent aussi. Ça, on le comprend. Le chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires augmente, et peut-être que les charges vont augmenter aussi, peut-être qu'on a dû qu'on a dû engager des charges en rapport avec l'augmentation de ce chiffre d'affaires. Donc, l'évolution peut être différente, convergente ou divergente des produits et des charges et permet de comprendre les sources de situations idéales ou néfastes. Le chiffre d'affaires augmente, les charges augmentent, il n'y a pas de problème, mais les deux ne peuvent pas augmenter au même rythme. Donc, on peut avoir une augmentation de 10% du chiffre d'affaires et avoir une augmentation de 8%, de 7% des charges. Là, c'est un effet ciseau positif. Mais lorsque c'est négatif, donc c'est différent ou bien, c'est différent ou bien divergent, à ce moment-là, le chiffre d'affaires augmente, mais les charges augmentent beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires. Par exemple, le chiffre d'affaires augmente de 10%, mais on voit que les charges augmentent de 15%. De ça que l'effort effectué par le marketing pour que le chiffre d'affaires augmente, cet effort-là est perdu, est noyé dans l'augmentation des charges. Donc, au, au, et au bout du compte, on ne va même pas réaliser un bénéfice parce que les charges augmentent beaucoup plus vite. Au contraire, ça mange un peu du bénéfice qu'on aurait pu réaliser s'il n'y avait pas eu cette augmentation. Donc, vous devez regarder ces éléments-là parce que, disons que, on va prendre un exemple plus clair. Et il y a une entreprise qui est à Port-au-Prince. Et cette entreprise voudrait ouvrir une succursale au Cap ou au Caille. OK? Maintenant, l'entreprise doit faire les études de marché pour voir que est-ce que lorsqu'on lorsqu'on qu'est-ce que ça va faire? OK, on va vendre à une population qui se trouve au Cap. Mais maintenant, implanter la succursale au Cap, cela va engager des coûts. On doit trouver un local, on doit trouver du matériel, tous les accessoires dont on aura besoin, ça va augmenter les charges. Maintenant, est-ce que peut-être que si sur une première année, on peut ne pas réaliser, on peut ne pas pouvoir couvrir et les charges, mais si on pense avec l'étude de marché que dans 2 ans, dans 3 ans, on va voir les bénéfices, donc là, on peut s'engager. Mais si et ça ne va pas changer vraiment, vous n'avez pas intérêt à ouvrir cette succursale. Parce que ça va donner un effet ciseau négatif, un effet ciseau différent, une évolution différente, un effet ciseau négatif parce que les charges vont augmenter beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires.
La croissance du chiffre d'affaires est nécessaire pour le développement de l'entreprise, mais elle ne doit pas se faire à tout prix. C'est pas parce qu'on veut ouvrir, multiplier des succursales qu'on va multiplier les succursales. Donc, vous devez voir à travers votre analyse, est-ce que l'entreprise est avisée est au courant des choses qui vont être engagées pour la succursale. Parce que l'essentiel, c'est pas d'ouvrir des succursales, l'essentiel, c'est de pouvoir gérer les coûts et augmenter la performance de l'entreprise. Donc, l'entreprise ne doit pas, la croissance du chiffre d'affaires est nécessaire pour le développement de l'entreprise, mais elle ne doit pas se faire à tout prix, sous peine pour l'entreprise de se retrouver dans une situation de détresse financière parce qu'on a dépensé trop. La croissance idéale serait que le chiffre d'affaires augmente beaucoup plus vite que les charges afin que le bénéfice croisse avec le temps. Donc, si on est dans un effet ciseau où le chiffre d'affaires augmente beaucoup plus vite, donc lorsque le chiffre d'affaires augmente de 20%, les charges augmentent de 8% ou de 10%. Donc, c'est la situation idéale où chaque entreprise voudrait se retrouver. À l'opposé, lorsque les charges augmentent beaucoup plus, le résultat net positif peut se transformer en résultat net négatif. L'analyse doit vérifier si l'entreprise ne se retrouve pas dans un effet ciseau qui a un impact négatif sur la croissance. Là, c'est l'analyse du chiffre d'affaires. L'analyse horizontale où on va comparer le chiffre d'affaires de l'entreprise avec avec celui et avec celui et avec son chiffre d'affaires encore. Donc une évolution et ça c'est l'analyse horizontale pour calculer l'évolution. Donc l'évolution qui peut être positive ou négative. Après, on va et on aura et on va comparer le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires avec celui du secteur. Après, vous allez déterminer est-ce que ce chiffre d'affaires, l'augmentation du chiffre d'affaires qu'on a eu, est-ce que ça vient de l'entreprise elle-même, donc la croissance organique, ou bien est-ce que ça vient de l'externe parce que l'entreprise a fait une fusion, a bénéficié d'une fusion ou acquisition. Arrivé à ce niveau-là, maintenant, vous allez analyser les marges. Les marges, on a la marge brute, la marge d'exploitation qu'on appelle le bénéfice avant intérêt et impôt. On a la marge avant impôt qu'on appelle le bénéfice avant impôt. Et finalement, on a la marge nette où on a, et c'est comme le bénéfice net. L'analyse des marges constitue une étape essentielle du diagnostic financier. Il est certain qu'une entreprise qui n'arrive pas à vendre sa production ou ses services à un prix supérieur à ses coûts est destinée à faire faillite. Parce que dès qu'on rentre dans ce spirale-là, on va faire faillite parce que vouloir vendre à meilleur marché pour attirer de la clientèle, mais ça peut creuser les bénéfices qui devaient être réalisés par l'entreprise. Lors de l'analyse de la performance, il est primordial de ne pas confondre marge et rentabilité. La marge est le rapport du résultat comptable avec le chiffre d'affaires. La rentabilité est le rapport du résultat comptable avec un poste du bilan. OK? Dès qu'on compare la marge avec le chiffre d'affaires, là, donc c'est la marge, le rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires. Donc, que représente le bénéfice par rapport au chiffre d'affaires? Là, on parle de marge.
Mais la rentabilité, c'est autre chose, c'est la compta, c'est le rapport entre le résultat comptable à l'état des résultats et le poste du bilan qui peut être actif ou bien capitaux propres. Maintenant, on va commencer avec la marge brute, la première marge. Vous savez que la marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins le coût des marchandises vendues. Ça, c'est la marge brute. Maintenant, quel est le ratio de la marge brute? Le ratio de la marge brute indique directement le bénéfice lié à la vente des produits sans prise en compte des autres charges. Donc, vous allez prendre seulement le coût des marchandises vendues. Vous allez prendre la marge brute que vous allez diviser par le chiffre d'affaires. Donc, ça va vous donner le ratio de la marge brute. Il mesure ainsi la capacité de l'entreprise à limiter les coûts des marchandises vendues et à ajuster le prix de vente aux variations du prix d'achat. OK? Donc maintenant, si vous savez, si vous connaissez le ratio de la marge, vous pouvez rectifier le tir lorsque vous allez engager les charges. OK? Donc, il est touché par deux facteurs. La marge sur le prix d'achat du fait de la notoriété de la qualité ou de la qualité des produits. Donc, c'est l'effet que ça donne, le ratio de la marge. La capacité de l'entreprise à réduire le coût des marchandises et à disposer de processus de production efficace. Donc, ratio de la marge, on a marge brute divisé par le chiffre d'affaires. Si vous avez des questions, levez la main. Ne me laissez pas continuer. Et puis maintenant, vous allez poser une question qui concerne des parties qu'on avait déjà vues depuis longtemps. Donc, au fur et à mesure que j'expose là, vous pouvez lever la main et poser des questions parce que vous devez bien comprendre le mécanisme. Vous n'avez pas de questions, ça va. OK. Donc, le ratio de la marge brute mesure la capacité de l'entreprise à générer une marge pour chaque dollar de vente. Pour chaque dollar de vente, voici le pourcentage qu'on a obtenu. Un niveau élevé de marge brute indique une performance élevée, ça c'est sûr. Il peut significativement différer d'une entreprise à l'autre, dépendamment des charges d'exploitation et que l'entreprise a dû faire face. C'est un élément qui doit être apprécié en fonction du type de distribution de l'entreprise. OK? Par exemple, des marges brutes élevées correspondent plus généralement à des entreprises spécialisées dans le commerce de luxe ou dans un commerce jouissant d'une notoriété élevée ou donnant un service après-vente élevé. OK? Donc, on s'attend à ce que des marges brutes, les entreprises qui ont des marges brutes élevées, on s'attend aussi à ce qu'elles réalisent à ce qu'elles réalisent des marges élevées. Donc, surtout les entreprises qui se trouvent dans le commerce du luxe, où il n'y a pas vraiment de concurrence. Donc, les entreprises mettent leur prix
et au niveau qu'elles veulent. OK? Donc, des marges brutes élevées correspondent plus généralement à des entreprises spécialisées dans le commerce de luxe ou dans un commerce jouissant d'une notoriété élevée ou donnant un service après-vente de qualité. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent attirer la clientèle. Toute variation de la marge brute doit être analysée. Donc, vous avez vu que en comparant la marge brute de l'année précédente à celle de cette année, vous avez remarqué qu'il y a une augmentation ou bien une diminution, quel que soit ce qui arrive, il faut aller chercher la provenance. C'est ce qui va permettre à votre client d'apprécier l'analyse que vous avez effectuée. Toute variation de la marge brute doit être analysée et expliquée en fonction de la rotation des stocks ou de la politique d'achat et de vente par l'entreprise. Toute baisse de la marge brute devrait être compensée par une augmentation des ventes ou un meilleur contrôle des coûts. Donc, chaque fois que, si vous remarquez que cette année, il y a une baisse au niveau de la marge brute, maintenant, l'entreprise va apporter les correctifs nécessaires en augmentant les ventes ou bien en contrôlant les coûts. Parce que ce sont ces deux éléments qui, c'est la variation de ces deux éléments-là qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la marge brute. Parce que si la marge brute a baissé, on va regarder est-ce que le chiffre d'affaires a baissé. Sinon, est-ce que le coût des marchandises vendues a augmenté? La marge constitue un standard pour toute étude prévisionnelle et est utilisé dans la détermination du seuil de rentabilité d'une activité commerciale. Donc, la marge constitue un standard pour toute étude prévisionnelle. Donc, dès qu'on a les marges, on peut faire ces prévisions pour dire est-ce qu'on veut que la marge augmente? Donc, à ce moment-là, on va prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter la marge, ou bien on augmente le chiffre d'affaires, ou bien on diminue le coût des marchandises vendues. Après la marge brute, on a la marge d'exploitation. La marge d'exploitation, c'est la marge brute moins les charges d'exploitation. Donc, quel est le ratio de la marge d'exploitation? C'est la marge d'exploitation divisée par le chiffre d'affaires. Donc, cette marge d'exploitation est calculée à partir du résultat d'exploitation, c'est-à-dire le résultat de l'activité normale, le bénéfice avant intérêt et impôts, avant prise en compte des éléments financiers. Donc, c'est la marge d'exploitation. Cette marge d'exploitation indique le pourcentage de revenus réalisés qui se transforme en résultat d'exploitation. Donc, quel est le pourcentage, le pourcentage de l'activité qu'on a eu comme résultat? Il renseigne aussi sur la capacité de l'entreprise à générer un bénéfice net du fait de sa seule exploitation. Une augmentation du résultat d'exploitation améliore la marge d'exploitation. Si le résultat d'exploitation augmente, la marge d'exploitation va augmenter aussi. Si le chiffre d'affaires reste stable, car cela signifie que les coûts ont diminué.
OK? Parce que si le résultat d'exploitation a augmenté, c'est que on a, si le chiffre d'affaires est stable et que le résultat d'exploitation a augmenté, donc c'est parce qu'on a diminué le coût des marchandises vendues. Une diminution du chiffre d'affaires améliore la marge si le résultat d'exploitation est stable, car cela signifie que les coûts ont été maîtrisés. La décomposition de la marge d'exploitation est un outil intéressant pour l'analyse, car elle permet de déterminer les principaux facteurs qui l'influencent. Est-ce que ce sont les charges qu'on a maîtrisées qui a conduit à une augmentation de la marge d'exploitation? Et à ce niveau, vous devez porter une attention particulière aux entreprises qui représentent des marques. Aux entreprises qui représentent des marques parce que ces entreprises-là peuvent agir, peuvent prendre des décisions d'augmenter les prix parce que puisque ça représente une marque, c'est vrai, on peut avoir de la concurrence avec la marque, mais la marque en général, c'est quelque chose et l'entreprise a une certaine notoriété. Donc, l'entreprise peut facilement, et l'entreprise a une clientèle en général, une clientèle qui est très fidèle. Donc, puisque la fidélisation de la clientèle peut permettre à l'entreprise de prendre telle ou telle décision. Donc, une attention en particulier doit être portée aussi aux charges administratives et commerciales qui peuvent représenter une part importante des charges d'exploitation et qui constituent souvent le poste qui dérive en cas de mauvaise gestion. Donc, vous devez regarder, partager les charges d'exploitation, les charges administratives et les charges de vente pour voir quelle est la partie de ces charges-là qui représente qui représente qui représente le montant le plus élevé, donc qui a eu un impact vraiment négatif sur le résultat. Donc, comment décomposer la charge d'exploitation, la marge d'exploitation? Vous savez que la marge d'exploitation, on a le ROI, OK, qui est la rentabilité de l'actif total, où on utilise le résultat d'exploitation pour faire ces calculs, parce que c'est le résultat d'exploitation divisé par l'actif total qui nous donne le ROI, la rentabilité de l'actif total. Maintenant, pour décomposer ce ROI, on va dire, est-ce que ça vient de la rotation de l'actif ou bien ça vient de la rentabilité du chiffre d'affaires? Parce que le ROI, autant que le ROI, c'est chiffre d'affaires, c'est bénéfice d'exploitation divisé par l'actif total. Maintenant, on a l'autre formule de décomposition et de la marge où on a rotation de l'actif. La rotation de l'actif, c'est chiffre d'affaires divisé par l'actif. Dès qu'on parle de rotation, c'est chiffre d'affaires au numérateur. OK? Donc, rotation de l'actif, c'est chiffre d'affaires divisé par actif. Et on a la rentabilité du chiffre d'affaires qui est la marge. Normalement, c'est la marge d'exploitation.
La marge d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Tout à l'heure, je peux changer pour vous. La marge d'exploitation, bien qu'on calcule certaines fois dépendamment du résultat qu'on veut avoir, on peut utiliser toutes les marges pour calculer la rentabilité de l'actif total. Mais la meilleure formule, c'est le chiffre d'affaires. C'est utiliser le résultat d'exploitation. Donc, on a le ROI qui est égal à la rotation de l'actif multiplié par rentabilité ou du chiffre d'affaires. Donc, rotation de l'actif, c'est chiffre d'affaires divisé par l'actif, qu'on multiplie par la marge nette divisée par le chiffre d'affaires. Finalement, lorsqu'on décompose, ça donne encore la même chose, marge nette divisée par actif total. Donc, on peut chercher la raison de la variation, de la variation de la rentabilité de l'actif en décomposant la rotation, en décomposant la marge d'exploitation en ces deux parties. En ces deux parties, la rotation de l'actif qui est un ratio de gestion et la marge nette sur le chiffre d'affaires qui est un ratio de rentabilité. Donc, est-ce que la rentabilité de l'actif vient du chiffre d'affaires qu'on a augmenté ou bien est-ce que c'est le résultat, c'est la marge est-ce que ça vient de la marge ou bon bien est-ce que ça vient du volume? OK? Donc, c'est ce qu'on essaie de voir avec cette formule. Maintenant, on a la marge nette. La marge nette, c'est la marge d'exploitation moins les intérêts, moins les impôts. Ça vous donne la marge nette. Ou bien, on prend la marge avant impôt, moins impôt, ça vous donne la marge nette. Maintenant, le ratio de la marge nette, ça va être la marge nette divisée par le chiffre d'affaires. Le ratio de la marge nette indique le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé qui se transforme en résultat net. Quelle est la partie du chiffre d'affaires réalisé qui constitue des bénéfices que les charges n'ont pas utilisés? Ce ratio permet d'analyser le rapport de force de l'entreprise par rapport au marché. Qu'est-ce que l'entreprise arrive à réaliser malgré la concurrence? Il s'agit d'une mesure très utilisée par les analystes ou dans la presse financière. La principale qualité de ce ratio est qu'il intègre toutes les charges parce qu'on est arrivé à la marge nette. Donc, on a pris en compte toutes les charges. Charges opérationnelles, charges financières à travers les intérêts, charges fiscales à travers l'impôt. Un niveau élevé de la marge nette indique la capacité de l'entreprise à transformer ses ventes en bénéfices. Donc, l'entreprise arrive à bien gérer les coûts de sorte que l'entreprise dégage un certain bénéfice. L'activité dégage un certain bénéfice. Afin de qualifier une marge nette de faible ou d'élevée, une comparaison avec le secteur est nécessaire. Donc, on ne peut pas, l'entreprise prise isolément ne va pas permettre d'avoir une appréciation des résultats. Donc, il faut comparer avec le secteur d'activité. Jusque-là, vous n'avez pas de questions. Bon, bien, est-ce que vous m'entendez?
Parce que je n'entends rien, je ne vous entends pas. C'est comme si vous n'êtes pas présent. Nous sommes là, On est madame. là, voilà. Ah, ok, ok. Ok. Maintenant, donc on a fini d'analyser le chiffre d'affaires. On a analysé les différentes marges et afin de déterminer les charges qui sont trop élevées, qui ont pesé trop sur le résultat. Maintenant, on va analyser la rentabilité. Donc, on vient d'analyser l'état des résultats. Maintenant, on va analyser la rentabilité. Et dès qu'on parle de rentabilité, on voit les deux grands éléments de la rentabilité. C'est la rentabilité des fonds propres et la rentabilité de l'actif total. Donc, ROE, ROI. La rentabilité des fonds propres qu'on appelle communément ROE est calculée à partir du résultat net. Pourquoi? Parce que si on n'a pas, vous savez que le résultat de l'entreprise va être partagé entre plusieurs acteurs. On a tout d'abord les créanciers qui ont payé des intérêts. On a l'État à qui on paie l'impôt et le reste, le reste revient, donc le bénéfice net, la marge nette, revient aux actionnaires. Et c'est pourquoi lorsqu'on calcule le ROE, qui est la rentabilité des fonds propres, on calcule à partir du résultat net. ROE est une mesure de la performance basée sur le résultat net. Ce dernier représente la somme maximale que les actionnaires peuvent déclarer et verser en dividende. Parce que si on n'a pas encore déduit les intérêts, on n'a pas encore déduit l'impôt, on ne peut pas savoir sur quel montant on va payer des dividendes. On ne peut pas évaluer le montant des dividendes non plus. D'ailleurs, c'est pourquoi et l'Assemblée générale des actionnaires en général, c'est ça, c'est après avoir déterminé les résultats. Donc, l'exercice fiscal pour Haïti termine en septembre. Vous allez voir que l'Assemblée des actionnaires en général, c'est vers le mois de février, mois de mars, lorsque les états financiers vérifiés ils sont déjà prêts. À ce moment-là, on évalue le montant des bénéfices qu'on a vraiment réalisé et c'est à partir de ce bénéfice-là qu'on va dire combien on va donner en dividende. C'est pourquoi on dit que ce dernier, donc le résultat net, représente la somme maximale que les actionnaires peuvent déclarer et verser en dividende. Il est alors logique que ce montant de dividende soit rapporté aux capitaux propres pour dire quel est le pourcentage qu'on donne en dividende, c'est-à-dire à l'investissement effectué par les actionnaires. À combien on peut évaluer le rendement des fonds propres. À partir du ROE, l'analyse utilise la notion de croissance durable pour comprendre des ratios dans le temps. La croissance durable. Croissance durable, c'est ROE qu'on va multiplier par 1 moins ratio de distribution de dividendes. Et comment calcule-t-on le ratio de distribution de dividendes? C'est dividendes versés divisé par résultat net. Donc, à combien et quel est le ratio, quel est le pourcentage du résultat net qu'on a versé en dividende. Mais maintenant, la différence, c'est ce qui va
constituer la croissance durable. Donc, la croissance durable, c'est la partie du résultat net qu'on n'a pas distribué en dividende, c'est-à-dire c'est cette partie-là qui va servir à l'entreprise pour réinvestir. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle la croissance. C'est pourquoi on parle de croissance durable. Donc, vous calculez le ratio de distribution de dividendes. Quel est le taux? Quelle est la proportion du résultat net qu'on a distribué en dividendes? OK? Et puis maintenant, la partie qui reste, c'est ce qu'on appelle la croissance durable. C'est pourquoi on a dit ROE qu'on va multiplier par 1 moins le ratio de dividendes. Donc, c'est comme si on a dit, on a notre ROE qui est égal à 20%. Maintenant, on a le ratio de distribution du dividende qui est égal, disons, à 12%. On va dire 1 moins 12, 88, 88%. Donc, c'est les 20% multipliés par 88% qui va donner la croissance durable. Le taux de croissance durable est un taux avec lequel une société peut croître tout en conservant des activités de financement et de rentabilité inchangées. C'est-à-dire qu'on a une partie qu'on peut réinvestir. On peut faire l'autofinancement. L'autofinancement, c'est-à-dire qu'on a de l'argent, une partie du résultat qu'on n'a pas distribué, qu'on a gardé. OK? Maintenant, la rentabilité de l'actif, c'est l'autre élément important de la rentabilité de l'actif, le ROI. En général, vous allez trouver, j'ai mis les deux formules pour vous, c'est parce que vous allez trouver des bouquins, des ouvrages, où on va calculer 3 niveaux de rentabilité de l'actif, avec toutes les marges. On va prendre la marge d'exploitation, on va prendre la marge avant impôt, on va prendre la marge nette. Mais la meilleure formule, c'est le résultat, c'est calculé avec le résultat d'exploitation. Parce que on calcule quoi? On veut savoir est-ce que l'entreprise est rentable. Pour savoir si l'entreprise est rentable, c'est à partir du résultat d'exploitation. Parce que les intérêts, c'est que l'entreprise est rentable et dans cette rentabilité, on va donner, on va payer des intérêts, on va payer l'impôt et le reste, ça va revenir aux actionnaires. Donc, on calcule la rentabilité globale de l'entreprise parce que là, dans l'actif, la rentabilité de l'actif, dans l'actif, il y a le passif aussi. Il y a les créances. D'ailleurs, on dit actif égale passif plus capitaux propres. Donc, on ne peut pas calculer avant. Donc, vous avez intérêt à utiliser la deuxième formule, résultat d'exploitation qu'on va diviser par l'actif comptable. Donc, en complément du ROE et du ROI, on peut calculer deux autres ratios à partir du flux de trésorerie opérationnelle, qui est un excellent indicateur de la capacité de l'entreprise à créer de la valeur. Maintenant, on va transformer ces formules-là. On avait dit ROE égale résultat net divisé par les fonds propres. ROI, on a dit résultat d'exploitation divisé par l'actif comptable. Maintenant, on peut calculer un autre indicateur, c'est à partir du flux de trésorerie opérationnelle. Donc, c'est le flux de trésorerie opérationnelle qu'on va diviser par le chiffre d'affaires. Donc, quelle est la capacité de l'entreprise à transformer son chiffre d'affaires en trésorerie? Donc, c'est flux de trésorerie d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires. Que représente le flux de trésorerie par rapport au chiffre d'affaires? De même que représente le flux de trésorerie d'exploitation par rapport à l'actif total? Ces ratios permettent de calculer le flux de trésorerie d'exploitation généré
pour chaque dollar de chiffre d'affaires et d'actifs. Pour chaque dollar de chiffre d'affaires et d'actifs, voici ce qu'on a. On peut calculer aussi le flux de trésorerie obtenu par rapport à l'avoir. Parce que vous savez, le résultat net, on ne dit pas en réalité la trésorerie qui existe dans l'entreprise, la trésorerie générée par l'entreprise. Donc, pour avoir une analyse plus pointue de la rentabilité, ou bien de la capacité de l'entreprise à créer de la valeur, on va utiliser le flux. Le flux divisé par le chiffre d'affaires, le flux de trésorerie, le flux de trésorerie divisé par l'actif total, le flux de trésorerie divisé par l'avoir, OK, pour voir la capacité de l'entreprise à créer de la valeur. Flux de trésorerie opérationnelle par rapport au résultat d'exploitation. Donc, voici, on a eu un résultat d'exploitation, mais maintenant ce résultat d'exploitation en termes de trésorerie, qu'est-ce que cela représente? Ce ratio est un indicateur pertinent pour l'analyste car il lui permet d'apprécier la relation entre l'information publiée dans l'état des résultats et celle qui est présentée dans le tableau des flux de trésorerie. Lorsque l'analyste constate que ces données sont très différentes, il peut se poser des questions. Parce que vous savez, le flux de trésorerie, c'est un tableau qui nous permet d'évaluer la fiabilité de l'information présentée dans les états financiers. Donc, lorsque on a eu un résultat positif et on arrive à un flux de trésorerie opérationnel négatif, donc on doit se poser des questions. Donc, lorsque le résultat d'exploitation est vraiment très éloigné du flux de trésorerie opérationnelle, donc vous devez vous poser des questions sur la qualité de l'information comptable. Un résultat d'exploitation positif et un flux de trésorerie négatif constituent un mauvais signal. Parce qu'on ne peut pas partir d'un résultat d'exploitation positif pour arriver à un flux de trésorerie négatif. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas bien, il y a quelque chose qui n'est pas clair. L'analyse doit s'attendre à un ratio positif, résultat et flux de même signe. Au contraire, lorsqu'on a un résultat négatif et qu'on arrive à un flux de trésorerie positif, ça c'est bon, c'est ce qui est arrivé à Kinross. On part d'une perte, mais on arrive à un état des flux de trésorerie, à un flux de trésorerie d'exploitation positif. Dans les autres cas, un doute peut être émis sur la possibilité de survie de la société. L'autre élément qu'on va voir, c'est le bénéfice par action. Combien de bénéfices, quel est le pourcentage de bénéfices qui se rapporte à une action? Est-ce que l'action a pris de la valeur? Est-ce que l'action est rentable? OK? Donc, bénéfice par action, vous connaissez la formule, c'est le résultat net moins les dividendes et les dividendes qui sont rapportés aux actionnaires privilégiés et qu'on va diviser par le nombre d'actions ordinaires, ça vous donne le bénéfice par action. Le bénéfice par action est un indicateur comptable et non un indice de création de valeur. C'est juste dire que l'action qu'on a, qu'est-ce que ça a généré en termes de bénéfices. Une comparaison avec le secteur n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que chaque entreprise a un nombre d'actionnaires. Donc maintenant, si on compare le bénéfice par action
entre plusieurs entreprises, il faudrait que le nombre d'actions soit égal pour toutes les entreprises. Mais puisque ce n'est pas le cas, donc la comparaison avec le secteur n'est pas nécessaire ici. L'analyse examine l'évolution d'une année à l'autre afin de déterminer si une société peut améliorer ses bénéfices. Ce que vous allez faire, que les bénéfices par action, on se trouve à l'état des résultats, vous allez juste comparer le bénéfice par action d'année en année pour voir est-ce que l'entreprise, est-ce que les actions de l'entreprise sont rentables d'année en année. Maintenant, le ratio coût-bénéfice. Lorsqu'on dit coût, on dit quelle est la valeur de marché de l'action. La valeur de marché de l'action peut être différente du prix de l'action, du prix de vente de l'action. Parce que on peut vendre une action à un prix et pourtant l'action a un autre prix sur le marché. Comment le marché voit l'action de cette entreprise? Et qu'est-ce que le marché voudrait payer pour chaque action de cette entreprise-là? Donc, c'est ce qu'on appelle le coût de l'action qui est calculé par le marché, qui est calculé par les statisticiens pour le marché. Donc, quel est le coût de l'action divisé par le bénéfice? Ça vous donne le ratio coût-bénéfice, c'est le coût de l'action sur le marché divisé par le bénéfice par action ou bien la capitalisation en boursière si l'entreprise est cotée en bourse divisé par le bénéfice. C'est une mesure de la performance propre aux sociétés qui sont cotées en bourse. Donc, il reflète la croissance attendue par les investisseurs. Donc, qu'est-ce que les investisseurs s'attendent à recevoir comme performance pour l'action qu'on a achetée? C'est pourquoi on a pris la valeur du marché. Il faut le comparer à celui du secteur et aussi à la moyenne du marché boursier. Les autres éléments, on avait parlé de rotation des stocks, on avait parlé du délai de recouvrement des comptes clients, on avait parlé du délai de paiement des fournisseurs. Donc, il y a ces trois éléments aussi, ce sont des éléments de gestion, des ratios de gestion. Donc, la rotation des stocks. Rotation des stocks, le délai de rotation des stocks. Donc, lorsqu'on a un stock, combien de temps ça va nous prendre pour écouler ce stock-là? Alors, la formule, c'est stock divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 365 jours. Vous avez vu que j'ai mis deux formules. La deuxième formule est la meilleure. Parce que lorsqu'on rapproche le stock, c'est au prix d'achat. Dans les ventes, il y a le prix de revient. C'est pas le prix de revient, non. Il y a le prix d'achat plus bénéfice. OK? Donc, c'est comme si on compare deux choses qui sont différentes. Parce que dans les stocks, il n'y a pas le bénéfice, il n'y a pas la marge. Dans le chiffre d'affaires, il y a la marge. Donc, la meilleure formule, c'est de rapprocher les stocks par rapport aux achats. Parce que dans le montant des achats, il n'y a pas de bénéfice. Dans les stocks, il n'y a pas de bénéfice. Donc, si on prend stock divisé par achat, multiplié par 365 jours, ça va vous donner le délai. Quel est le stock que l'entreprise a? Combien de temps l'entreprise va prendre pour vendre ce stock-là? Donc, le délai de rotation des stocks fournit une information sur le nombre de jours de chiffre d'affaires que représentent les stocks. Donc, ce stock-là, combien de temps on va prendre pour écouler ce stock, pour vendre ce stock aux clients. L'évolution de ce ratio fournit
une information intéressante. Une augmentation pourrait s'exprimer par une baisse des ventes. Donc, si les stocks augmentent, c'est parce qu'on n'a pas vendu assez. Ça peut être aussi des produits obsolètes qui sont inclus dans les stocks. Donc, lorsqu'on a été pour le dénombrement des stocks, on a contrôlé tout, même la marchandise qui n'est pas vendable, même la marchandise qui est avariée, donc on ne peut pas vendre. OK? Donc là, vous allez calculer le délai de rotation des stocks pour une année, vous allez comparer avec l'autre année, et si ça augmente, c'est un peu négatif parce que on va dire que on a augmenté les stocks sans nécessité. Donc, il y a une mauvaise gestion des stocks. Maintenant, ratio d'activité, toujours les ratios de gestion. Les ratios d'activité déterminent la vitesse de rotation de certains postes du bilan et traduisent l'efficacité de l'entreprise. Donc, on a la rotation de l'actif. Dès qu'on parle d'activité, on parle de ratio d'activité, ratio de gestion, on parle de rotation. La rotation de l'actif, c'est chiffre d'affaires sur actif. La rotation des comptes clients, chiffre d'affaires sur client. Dès qu'on parle de rotation, il faut voir numérateur, le chiffre d'affaires. Un ratio élevé de rotation de l'actif, et la rotation de l'actif s'exprime en fois, chers amis. On ne l'exprime pas en pourcentage. La rotation de l'actif, tous les ratios de gestion, en termes de rotation, ça s'exprime en fois. Un ratio élevé est associé à une stratégie misant sur le volume d'activité. Et un ratio faible est le signe d'une stratégie basée sur la différenciation des produits. Donc, c'est à vous de juger, de commenter alors, de commenter ces ratios-là. Donc, lorsque vous voyez que le ratio est élevé, donc là, vous allez dire que l'entreprise a choisi une stratégie basée sur le volume. Et lorsque le ratio est faible, donc c'est presque sur la différenciation des produits. Maintenant, comment calculer le délai de recouvrement des comptes clients? Donc, c'est clients divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 365 jours. Donc, quel est le laps de temps que prennent les clients pour venir payer leurs dettes à l'entreprise? Donc, une augmentation du délai sans hausse des ventes doit attirer l'attention parce que lorsque les clients achètent et gardent l'argent, c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, dès que le délai de recouvrement augmente, ça va peser lourd sur l'entreprise parce que lorsque l'entreprise aura besoin de payer les fournisseurs, l'entreprise va devoir négocier un prêt pour payer parce que les clients ne viennent pas payer. Les clients prennent trop de temps avec l'argent de l'entreprise. Donc, une augmentation du délai sans hausse des ventes. Donc, on comprend que le délai puisse augmenter si les ventes ont augmenté aussi. Mais si les ventes n'ont pas augmenté, on ne peut pas comprendre que les comptes clients augmentent aussi. Donc, c'est parce que les clients pensent que l'entreprise n'est pas en bonne posture. Donc, ils traînent pour ne pas venir payer. Donc, ça doit attirer votre attention sur la dégradation de la situation de l'entreprise, peut-être qui se trouve dans l'obligation d'accepter des délais de recouvrement trop longs afin de retenir les clients ou des difficultés des clients à payer leurs dettes. Ça peut être du côté des clients qui voient que l'entreprise ne fonctionne pas trop bien, ça ne marche pas pour l'entreprise, donc ils préfèrent garder l'argent, ou bien c'est les clients qui n'ont pas la possibilité de payer. Donc, une baisse de ce ratio peut découler d'une politique de recouvrement rigoureuse, parce que si les clients payent dans moins de temps, délai de recouvrement plus court, donc là, peut-être que c'est l'entreprise qui a choisi une politique de recouvrement plus sévère.
Un niveau élevé par rapport aux concurrents montre que la gestion est peu efficace. Donc, si au niveau de la concurrence, les clients payent, pourquoi ils ne viennent pas payer ici? Un niveau très faible montre que la politique de recouvrement est énergique. Maintenant, le délai de paiement des comptes fournisseurs, on va dire fournisseurs divisé par achat multiplié par 365 jours. Chaque fois que les délais de paiement aux fournisseurs augmentent, c'est à votre avantage, c'est à l'avantage de l'entreprise parce que l'entreprise garde l'argent, sa trésorerie augmente, l'entreprise n'aura pas de problème de liquidité. Sauf que lorsque le délai de paiement aux fournisseurs augmente, et que ce ne sont pas les fournisseurs qui ont accordé cet avantage-là, l'entreprise peut être reconnue comme un mauvais payeur, ce qui ne serait pas à l'avantage de l'entreprise. Donc maintenant, c'est à vous de juger pour voir si le délai de paiement et le délai de paiement au fournisseur, si ça augmente, pourquoi ça augmente? Est-ce que ça vient de la part de l'entreprise qui préfère garder parce que les fournisseurs ne lui ont rien dit, ou bien est-ce il y a de la pression auprès des fournisseurs, mais que l'entreprise a des problèmes de liquidité qui l'empêchent de faire face à ces engagements. Donc, chers amis, voici les éléments qu'il faut regarder et bien d'autres encore parce que vous pouvez vouloir pousser votre analyse un petit peu plus loin. Donc, voici les éléments sur lesquels vous pouvez vous baser pour faire l'analyse de la performance de l'entreprise. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble de ce qu'on vient de voir? Parce que, et en termes de théorie, en termes théoriques, on a terminé avec l'analyse de la performance. Et ce que je dois vous dire mardi prochain, vous n'aurez pas de cours, malheureusement. Donc, je vais lancer des demandes sur le groupe. Et au cas où vous aurez un créneau, un creux où on pourra travailler pour remplacer ce mardi-là, où je ne pourrai pas travailler. Donc, mardi prochain, je ne pourrai pas parce que je serai en voyage et je ne pourrai pas, mais on pourra voir et quel jour on pourra travailler. Oui, Hilary, pose ta question. Oui, madame, comment allez-vous? Bonsoir. En fait, quand je suivais les slides, je vois qu'il y a certaines phrases qui sont assez simples par rapport au livre. Donc, si on souligne Pardon? seulement, oui, Qu'est-ce qu'il y a? oui, quand je vois les slides que vous avez présentés aujourd'hui, je vois qu'il y a des phrases qui sont assez simples par rapport au livre. Donc, est-ce que c'est pas C'est dans un le livre problème? c'est dans Oui, le livre je, que j'ai pris les phrases. oui, je sais, mais je vois qu'il y a des phrases qui sont assez simples dans votre slide. Donc, ce sera pas un problème si on souligne seulement ces petites phrases dans le livre. Non, et oui, bon, ce que je vais vous dire, vous avez intérêt à lire le livre parce qu'il y a beaucoup plus d'informations que ce que je donne là. OK? Non, mais maintenant, le contenu des slides se trouve dans le livre. Mais il y a des répétitions dans le livre que je n'ai pas pris. Donc, si vous voulez, donc, je vais vous envoyer les slides, vous pouvez lire les deux. Ça va ajouter à votre compréhension. OK? Ça va ajouter à ce que vous avez compris. Ça va vous aider aussi à faire mieux l'analyse. Donc, vous avez intérêt à lire le livre. Et puis après, vous lisez les slides. Vous allez retenir l'essentiel de ce qu'on doit avoir. OK, mais c'est dans le livre que j'ai pris que j'ai fait le résumé du chapitre, j'ai mis dans les slides pour vous.
D'accord, madame. C'est ce que je voulais savoir. Merci. D'accord, ok. Oui, comme je vous dis mardi 24, je ne pourrai pas travailler, mais maintenant, je pourrai voir et entre jeudi, vendredi, samedi ou bien dimanche, quel jour, pas cette semaine, de l'autre semaine, quel jour vous conviendra pour qu'on puisse et, euh, et continuer avec le programme. Là, je vais lancer quelques demandes sur le groupe WhatsApp et selon vos réactions, je saurai quel jour et quelle heure que je pourrais choisir pour faire ce cours. OK? Le cours qu'on n'aura pas ce mardi 24. Je vais envoyer l'information sur le groupe aussi. Donc, c'est là qu'on s'arrête, chers amis. Donc, lisez le livre, s'il vous plaît. Lisez les slides aussi. Ça va vous permettre de mieux faire l'analyse. Oui, regardez un peu les questions puisqu'on ne va pas travailler mardi. Prenez ce jour-là pour regarder les questions, pour essayer de voir avec Kinross qu'est-ce que ça donne. À ce moment-là, lorsqu'on va faire au secours, ce serait plus facile pour vous de comprendre. OK? D'accord, madame. D'accord. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Je vais vous envoyer des dates. Répondez s'il vous plaît pour que je sache quelle date choisir. Merci D'accord, et à madame. la prochaine. D'accord, madame. Merci. D'accord. Bonne D'accord. soirée. Merci beaucoup, Madame. madame. D'accord.